J'ai toujours été une personne franche. Quand j'ai découvert le téléphone de mon petit ami pompier, rempli de messages flirtant avec une fille dont je n'avais jamais entendu parler, je suis allée directement voir Nathan et je lui ai tendu son téléphone, exigeant une explication. Après un long silence, il a avoué. Elle est une jeune femme atteinte de dépression que j'ai sauvée lors d'une intervention. J'avoue que j'avais des sentiments pour elle, mais Summer, nous sommes ensemble depuis le lycée. Ce n'est pas facile à jeter. Je promets que je garderai mes distances avec elle désormais. En regardant la sincérité dans les yeux de Nathan, j'ai ravalé mon chagrin et j'ai choisi de lui pardonner. Le mariage se déroulerait comme prévu. Mais le jour de notre mariage, ses coéquipiers ont soudainement fait irruption dans la salle. Capitaine, Evening a découvert votre mariage. Elle menace de faire l'irréparable. La bague de fiançailles suspendue est tombée au sol avec un cliquetis aigu. Nathan a filé vers la porte comme un éclair. J'ai crié après lui, les yeux pleins de larmes. Nathan, si tu franchis cette porte aujourd'hui, c'est fini entre nous, pour toujours. Il a hésité un instant, puis est parti sans regarder en arrière. Il a rompu sa promesse. La salle de mariage a alors sombré dans le chaos. Les chuchotements des invités perçaient mes tympans comme des milliers de minuscules aiguilles. Les parents des deux familles se sont précipités, confus par ce qui venait de se passer. Josh, le coéquipier de Nathan, se tenait là, impuissant, le visage d'un rouge vif. Summer Evening souffre de dépression clinique. La dernière fois qu'elle a eu une crise, le capitaine l'a sauvée. Elle est totalement dépendante de lui. Lui seul peut la calmer. C'est une question de vie ou de mort. Le capitaine n'avait pas le choix. S'il vous plaît, ne le blâmez pas. Josh travaillait avec Nathan depuis 3 ans. Il avait toujours été respectueux envers moi, m'appelant par mon nom avec un sourire chaleureux. Mais maintenant, il ne pouvait même pas croiser mon regard. Je ne savais pas combien de secrets Nathan lui avait confiés, ni quel était son lien avec cette jeune femme, Evening. La douleur s'est propagée dans ma poitrine comme des fissures dans la glace. Pour la première fois, j'ai vraiment ressenti la trahison de Nathan. Mes parents m'ont pris les mains, paniqués. Que se passe-t-il? N'est-il pas en congé de mariage? Qui a besoin qu'il les secoure en ce moment? Les parents de Nathan l'ont appelé frénétiquement, s'excusant profusément. Summer chérie, ne t'inquiète pas. J'appelle ce garçon tout de suite. S'il ne revient pas, je lui brise les jambes moi-même. La bague en diamant gisait sur le tapis rouge, repoussée plus loin par les pieds des passants. Tout comme mon cœur brisé. Je me tenais là dans ma robe de mariée, la traîne traînant sur le sol comme un nuage battu par la pluie. Toutes ces innombrables fantaisies sur mon jour de mariage. Je n'avais jamais imaginé que cela puisse être aussi humiliant. Le marié abandonnant sa fiancée dans une salle remplie d'invités pour une autre femme. 5 heures, 108 appels. Nathan n'a décroché aucun d'entre eux. J'ai regardé l'écran de mon téléphone s'assombrir, s'allumer, s'assombrir à nouveau. Jusqu'à ce que finalement la batterie soit complètement morte. La lumière du soleil filtrait à travers les vitraux de l'église, projetant des couleurs fragmentées sur le sol, tombant sur mon alliance vide. Les invités sont partis progressivement, laissant derrière eux des confettis épars et de la nourriture de réception à moitié consommée. J'ai soudainement eu le vertige. Tout a tourné. La dernière chose que j'ai entendue, ce furent les pleurs paniqués de ma mère. Quand j'ai rouvert les yeux, l'odeur de désinfectant a empli mes narines. Une infirmière changeait ma perfusion. Me voyant éveillée, elle a dit doucement. Vous portez une vie maintenant. Vous ne pouvez pas vous laisser atteindre autant. Vous devez prendre soin de vous. J'ai fixé le plafond, les larmes roulant silencieusement dans mes cheveux. Depuis l'âge de 17 ans, j'ai accepté la lettre d'amour de Nathan sur le terrain de lycée. Jusqu'à l'université où il a pris un train de 20 heures juste pour me surprendre le week-end. Jusqu'au jour où il est devenu pompier. Ses yeux remplis d'émotion ont promis, je protégerai les gens, et je te protégerai toujours.
Cette année ont défilé dans ma tête comme un film en accéléré. J'ai souri amèrement, regardant mes parents et ceux de Nathan. Leurs visages ne pouvant cacher leur excitation pour la grossesse. Des larmes me sont montées aux yeux. Comment expliquer que cette relation de 7 ans avait finalement atteint sa fin? À 7 heures ce soir-là, Nathan est enfin apparu après avoir disparu pendant 6 heures. Son visage était pâle. Ses yeux étaient remplis de culpabilité. Summer, je suis désolée. Sa voix était empreinte de reproches. Je ne pouvais pas la laisser tomber. Sauver des vies, c'est ce que je fais. J'ai dégluti l'amertume dans ma gorge. Il y a des dizaines de pompiers. Fallait-il que ce soit toi? Elle a choisi le jour de notre mariage pour craquer. Elle a exigé que tu viennes la sauver spécifiquement. Qu'est-ce que cela signifie, Nathan? Je ne suis pas idiote. Après un long silence, il a serré mes mains froides, sa voix rauque. Summer, en 7 ans, je ne t'ai jamais rien demandé. Juste cette fois. S'il te plaît, n'en fais pas toute une histoire. Ne donne pas de fil à retordre à Evening. Je suis inquiet pour sa santé. Elle ne supporte pas ce genre de stress. J'ai regardé le sérieux dans ses yeux. Mon cœur avait l'impression d'être écrasé dans un point si serré que je ne pouvais plus respirer. Il aurait dû s'excuser, pas me demander des faveurs. L'instinct premier de quelqu'un ne ment pas. Il n'avait pas pensé à quel point j'avais dû me sentir humiliée à ce mariage. Il ne s'était pas inquiété de savoir pourquoi j'avais fini à l'hôpital. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était Evening. Les larmes tombaient comme des perles brisées, se posant sur les draps blancs et formant des cercles sombres et humides. Il m'a fallu toute ma force pour articuler un mot. Bien. Il s'est visiblement détendu, puis a dit. Evening est vraiment instable. Sachant pour notre mariage, reportons-le pour l'instant. Je l'aiderai à suivre un traitement pendant un certain temps. Une fois qu'elle ira un peu mieux, peut-être 3 mois. Juste 3 mois, et nous ferons le mariage. D'accord. La voix de Nathan portait un espoir prudent et timide. J'avais attendu 7 ans. 3 mois de plus ne devraient pas compter. Mais en voyant la préoccupation pour une autre femme dans ses yeux, j'ai soudainement réalisé que je ne pouvais pas me permettre d'attendre, même 3 mois. Le bébé dans mon ventre semblait sentir mes émotions et à bouger légèrement. J'ai touché mon abdomen où une vie de 6 semaines grandissait. La nôtre, et pourtant, d'une certaine manière, elle n'avait plus rien à voir avec lui. J'ai lentement retiré ma main, ma voix plate comme un lac mort. Nathan, je ne suis pas douée pour me souvenir des choses. Mais je me souviens quand tu m'as donné cette lettre d'amour à 17 ans. Tu étais si nerveux. Tu marchais avec les 2 jambes du même côté. Je me souviens de la première fois que tu m'as tenu la main. Ta paume était si moite, mais tu n'as pas lâché pendant 3 pâtés de maisons entiers. Je me souviens du jour de la remise des diplômes. Tu m'as serré dans tes bras et tu as dit que tu prendrais soin de moi pour toujours. Tu as dit que tu ferais de moi la mariée la plus heureuse. Toutes ces années, tu t'es souvenu que je ne mange pas d'oignons ni de gingembre. Tu t'es rappelé de me faire du thé au gingembre pendant mes règles. Tu t'es souvenu de chacune de mes petites habitudes. J'ai toujours pensé que tu me chérissais plus que tout. Je l'ai regardé. Les larmes se sont soudainement libérées. Mais aujourd'hui, je ne ressens plus ton amour. Cette année de souvenirs m'ont submergé. Les yeux de Nathan se sont remplis de larmes. Sa gorge s'est serrée alors qu'une larme roulait, mais Summer Evening a besoin de moi maintenant. Une phrase, a besoin de moi, a brisé mon dernier espoir. Je l'ai regardé et j'ai soudain ri à travers mes larmes, puis va vers elle. Il a semblé stupéfait, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je dise cela, mais à la fin. Il n'a rien dit. Il s'est retourné et a quitté la chambre d'hôpital. Le lendemain, j'ai fait mes affaires pour quitter l'hôtel. Au moment où j'ai tourné le coin du couloir, j'ai croisé Nathan. Ses yeux n'étaient pas du tout sur moi. Toute son attention était portée sur la jeune femme à côté de lui. Elle portait une blouse d'hôpital, le visage pâle,
porté à moitié par lui comme un chevreuil effrayé. Alors, c'était donc la femme pour laquelle il m'avait abandonné à l'hôtel. Mon regard devait être trop intense. Evening m'a remarqué la première, se reculant instinctivement derrière Nathan, ses doigts agrippant fermement sa manche. Ce n'est qu'alors que Nathan s'est retourné pour me regarder, son front se plissant immédiatement. Son ton impatient. Summer, Evening est émotionnellement fragile. Quoi que tu veuilles dire, parlons-en à la maison. Ne fais pas de scène à l'hôpital et ne l'effraie pas. Evening a timidement sorti la tête, sa voix à peine un murmure. Summer, Nathan et moi, nous ne sommes vraiment pas. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. J'ai serré le rapport d'échographie dans ma main jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. Mais j'ai forcé un mince sourire. Vous vous faites des idées. Je suis juste là pour régler les formalités de départ. Je me suis tournée vers le bureau de facturation sans leur accorder un autre regard. L'expression de Nathan a vacillé avec quelque chose d'étrange, comme surpris par mon calme. Son cœur semblait étrangement creux. Il a tendu la main pour m'arrêter. J'ai instinctivement regardé en arrière et j'ai remarqué une tache sur mon trench coat que je n'avais pas vue auparavant. Ses yeux ont suivi mon mouvement, me voyant enlever mon manteau. Il a enlevé sa veste pour la mettre sur mes épaules. Je me suis éloignée. Il s'est figé, puis m'a suivi, essayant de me prendre la veste des mains. Laissez-moi la prendre. Vous aimez ce manteau. Je vais le faire nettoyer à sec. J'ai secoué la tête et j'ai jeté le manteau directement dans une poubelle voisine. Ma voix plate. Jetez-le. Je n'aime pas les choses tachées. Tu sais que je suis pointilleuse le dessus. En regardant mon expression froide, le sourire de Nathan s'est figé. Il savait que je ne parlais pas seulement du manteau. Je parlais de notre relation. Avant qu'il ne puisse répondre, j'avais terminé de régler les formalités et je suis partie. Non loin de l'hôpital, mon téléphone a vibré. Un texto de Nathan. Ne sois pas fâché. Je t'ai pris les pâtisseries Napoléon que tu as mentionné vouloir. Rappelle-toi de les récupérer quand la livraison arrivera à la maison? J'ai fixé la boîte rose familière et j'ai soudainement ri. Chaque fois qu'il me mettait en colère auparavant, il achetait toujours des pâtisseries dans cette boutique pour s'excuser. J'ai mécaniquement pris une bouchée. Elle avait l'habitude d'avoir un goût si sucré. Maintenant, c'était juste amer et difficile à avaler. Ce soir-là, Nathan n'est pas rentré à la maison. Se sortir d'une relation de 7 ans a fait plus mal que je ne l'imaginais. Je n'ai pas pu dormir avant l'aube, alors je me suis levée et j'ai commencé à faire mes valises. Les suites assorties dans le placard côte à côte, les cadres photos sur l'étagère, les post-it sur le frigo. Chaque objet portait un souvenir qui coupait comme un couteau. Je me souviens de l'année où nous avons obtenu notre diplôme. Nathan venait de devenir pompier, travaillant sans relâche. Mais pendant ses jours de repos, il venait me trouver, ses yeux brillants comme des étoiles. Summer, une fois que j'aurai économisé assez pour un apport, je t'épouserai. 3 ans plus tard, il s'est présenté devant moi avec un acte de propriété et une bague en diamant. Sa voix tremblante. Je l'ai fait. Je nous ai trouvé un foyer. J'ai tenu ma promesse. La lumière du soleil était particulièrement belle ce jour-là. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai pleuré longtemps, me sentant la personne la plus chanceuse du monde. Nous avons peint les murs ensemble, assemblé les meubles ensemble, rempli le balcon de tournesol. Mes préférés. Il a dit qu'il voulait que la lumière du soleil remplisse toujours notre maison. Mais maintenant, cette maison ne pouvait plus me contenir. Alors que je fermais la dernière boîte de rangement, le ciel commençait à s'éclaircir. Lorsque les déménageurs sont arrivés pour tout emporter, les parents des 2 familles se sont présentés à la porte. Je ne leur avais rien dit à propos de Nathan. Donc ils ne comprenaient toujours pas pourquoi un couple sur le point de se marier se séparait soudainement. Mes parents ont soupiré, mais n'ont pas insisté, se contentant de dire « Reviens à la maison quand tu veux ».
La mère de Nathan m'a attrapé la main et n'a pas voulu la lâcher. Summer, s'il te plaît, donne une autre chance à Nathan. Ce qui s'est passé au mariage? Il a juste fait une erreur. Je n'ai rien dit. J'ai simplement demandé au déménageur de continuer à charger les boîtes. Au moment où la mère de Nathan était sur le point de s'épuiser à supplier, la porte s'est ouverte. Nathan est revenu et il a amené Evening avec lui. Elle portait la veste de Nathan, agrippant soudainement son bras comme un chat qui vient de trouver son propriétaire. La pièce est devenue d'un silence de mort. Tous les regards étaient fixés sur eux. La voix de la mère de Nathan tremblait. Nathan, tu as trahi Summer? Le père de Nathan tremblait de rage. Qui est cette femme? Nathan n'a pas répondu. Il a simplement balayé le salon vide du regard, son regard s'arrêtant sur moi. Tu déménages? Je ne lui ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé Nathan debout dans l'encadrement de la porte de la maison que nous avions peinte ensemble. Assembler les meubles ensemble, remplis de tournesol ensemble. Debout là avec une autre femme portant sa veste, et j'ai senti quelque chose en moi devenir très silencieux. Pas le silence de la tristesse, le silence d'une décision déjà prise. Summer, sa voix était prudente, contrôlée. La voix qu'il utilisait quand il essayait de gérer une situation. Parlons-en. Il n'y a rien à dire. J'ai hoché la tête au déménageur le plus proche. Continuez de charger. Le père de Nathan a été le premier à bouger. Il a traversé la pièce en 3 enjambées et s'est placé entre Nathan et la porte. Sa voix tremblant de fureur à peine contenue. Nathan, qui est cette femme dans ta maison? Evening a tressailli. Ses doigts se sont resserrés sur le bras de Nathan comme si elle se préparait à un impact. Elle était plus petite que ce que j'avais imaginé, aux traits doux. La veste trop grande enveloppant sa silhouette. Les yeux qui balayaient la pièce comme si elle calculait la sortie la plus rapide. Elle semblait fragile d'une manière qui donnait envie de la protéger. J'ai compris maintenant, avec une clarté que je n'avais pas eue auparavant. Pourquoi Nathan n'avait jamais eu une chance? Papa, ce n'est pas le moment. La mâchoire de Nathan était serrée. Alors, quand est le moment? La voix de sa mère s'est brisée. Elle tenait toujours ma main. Je ne lui avais pas demandé de la lâcher. Tu l'as amenée ici, dans la maison que tu as construite avec Summer, le jour où elle déménage. Nathan n'a pas répondu. Il me regardait. C'était ça, Nathan. Même maintenant, même au milieu de tout ça, ses yeux me trouvaient toujours dans une pièce. 7 ans d'habitude, je suppose. Ou de culpabilité. À ce stade, je ne pouvais plus faire la différence, et je n'étais pas sûr que cela importe. Où vas-tu? A-t-il demandé. Chez mes parents. J'ai scotché la dernière boîte. Le bail est à ton nom. L'appartement t'appartient, Summer. Je ne suis pas en colère. Je l'ai dit clairement pour que tout le monde dans la pièce puisse l'entendre. Je veux que tu saches ça. Je ne fais pas de scène. Je ne vais pas pleurer, supplier ou donner du fil à retordre à Evening comme tu me l'as demandé. J'ai pris mon sac sur le comptoir. J'ai juste terminé. Evening a émis un petit son. Pas tout à fait un mot, pas tout à fait un sanglot. L'attention de Nathan s'est immédiatement portée sur elle. Sa main se posant sur son dos pour la soutenir. Ce réflexe automatique inconscient. Je l'ai vu se produire et j'ai senti la dernière menace de quelque chose s'effondrer dans ma poitrine. La mère de Nathan a finalement lâché ma main. Elle s'est couvert la bouche. Son père s'est détourné de son fils comme s'il ne pouvait pas le regarder. Mes propres parents se tenaient silencieusement près de la fenêtre, ma mère avait les yeux humides. La main de mon père sur son épaule. J'avais toujours imaginé que si ma relation se terminait un jour, il y aurait une confrontation dramatique. Des cris, des accusations, des portes qui claquent. Quelque chose qui correspondrait à la taille de ce que je perdais. Mais la vérité est que les fins sont plus silencieuses que vous ne le pensez.
Elles sont une boîte en carton scotché, une main que vous arrêtez de tenir. Une veste jetée dans une poubelle. Une pièce qui sentait autrefois le foyer et qui sent maintenant juste quelqu'un qui déménage. J'ai laissé les déménageurs finir. J'ai dit au revoir aux parents des deux familles. J'ai serré la mère de Nathan dans mes bras pendant longtemps parce qu'elle pleurait et que ce n'était pas de sa faute. Et elle s'est accrochée et a murmuré, « Je suis tellement désolée. » Summer. Encore et encore dans mes cheveux. Je n'ai pas serré Nathan dans mes bras. Je n'ai plus regardé Evening. J'ai quitté cet appartement et je n'ai pas regardé en arrière une seule fois. 3 semaines plus tard, mon téléphone a sonné à 2 heures du matin. J'étais éveillée. Le premier trimestre rendait le sommeil presque impossible et j'étais allongée dans ma chambre. D'enfance a fixé la même tache d'eau au plafond qui était là depuis que j'avais 12 ans. Le numéro était celui de Josh, le coéquipier de Nathan. Celui qui s'était tenu dans la salle de mariage, le visage rouge. Incapable de me regarder dans les yeux. J'ai failli ne pas répondre. Summer. Sa voix était basse, comme s'il ne voulait pas être entendu. Je suis désolée de t'appeler si tard. Quelque chose s'est passé ce soir, et je pensais que tu devrais savoir. Je me suis assise lentement. Qu'est-ce qui s'est passé? Une longue pause. Evening a encore essayé. Un souffle. Elle va bien. Ils l'ont eu à temps. Une autre pause, plus lourde que la première. Mais Summer, Nathan n'a pas déclaré ça comme une intervention professionnelle. Il était chez elle quand c'est arrivé. Il y vit depuis 2 semaines. La tache d'eau au plafond a légèrement flouté. Summer, il y a autre chose. La voix de Josh s'est faite plus basse. J'ai vu quelque chose ce soir à l'hôpital. Quelque chose que je pense que tu aurais dû voir il y a longtemps. Et j'aurais dû te le dire plus tôt. Je suis désolée de ne pas l'avoir fait, Josh. Ma voix était plus ferme qu'elle n'aurait dû l'être. Que as-tu vu? Il m'a raconté. Au moment où il a fini de parler, j'étais assise sur le bord du lit. Les 2 pieds à plat sur le sol et les 2 mains pressées contre mes genoux pour les empêcher de trembler. Ce que Josh venait de décrire n'était pas une zone grise. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais reformuler ou rationaliser ou décider de pardonner. C'était un choix que Nathan avait fait, un choix spécifique, délibéré, pleinement conscient. Et il l'avait fait bien avant qu'Evening ne menace de sauter d'un immeuble. Je m'étais dit que le plus dur était passé, que j'avais déjà survécu au pire. Le mariage, l'hôpital, l'appartement vide. J'avais tort. Ce que Josh m'a dit cette nuit-là à 2 heures du matin a tout changé à ce que je pensais savoir des 7 dernières années. Et une fois que j'ai su, je n'ai plus pu l'ignorer. Bloc 3. Ce que Josh m'a dit, c'était ceci. 6 mois avant notre mariage, Nathan avait demandé à être muté dans un autre district. Un district plus calme. Plus éloigné du centre-ville avec un volume d'appels considérablement plus faible. Il l'avait fait sans me le dire. Il ne l'avait pas non plus dit à son capitaine. Ce qui constituait une violation de procédure suffisamment grave pour qu'il soit officiellement réprimandé. La demande de mutation avait été refusée. Mais ce n'était pas la partie qui m'a brisé. Ce qui m'a brisé, c'est pourquoi il avait fait cette demande. Evening le lui avait demandé. Pas parce qu'elle était fragile. Pas parce qu'elle était dépendante. Car elle avait dit à Nathan clairement et directement qu'elle voulait qu'il soit plus proche de son quartier. Que le trajet de 40 minutes était trop long. Que s'il lui arrivait quelque chose et qu'il ne pouvait pas arriver à temps, ce serait sa faute. Josh avait trouvé les documents par accident. Enfouis dans une armoire à dossier lors d'un inventaire de routine il y a 3 mois. Il avait confronté Nathan à ce sujet en privé, en tête-à-tête. Lui donnant la chance de se confesser. Nathan l'avait supplié de ne rien dire, avait dit que c'était une erreur. Que cela ne signifiait rien. Qu'il avait déjà mis fin à sa relation avec Evening et que tout était sous contrôle. Josh l'avait cru. Il avait gardé le secret.
Il s'était tenu dans ma salle de mariage, le visage rouge et les yeux baissés, et avait dit: C'est une question de vie ou de mort. Le capitaine n'avait pas le choix. S'il vous plaît, ne le blâmez pas. Et il croyait protéger un homme qui avait déjà fait le bon choix. Il ne l'avait pas fait. Je suis désolé, Summer, dit à nouveau Josh. J'aurais dû te le dire avant le mariage. J'aurais dû te le dire dès que je l'ai trouvé. Je suis restée silencieuse longtemps. Merci de me le dire maintenant, j'ai dit finalement. Peux-tu m'envoyer une copie des documents? Une pause. Es-tu sûr, Josh? Ma voix était calme, comme l'eau profonde est calme. Pas parce que rien ne bouge, mais parce que tout ce qui bouge est bien en dessous de la surface. Je suis enceinte. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de maison. Oui, je suis sûre. Les documents sont arrivés dans ma boîte de réception 18 minutes plus tard. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assise à mon bureau d'enfance sous la même lampe que celle que j'avais utilisée pour étudier pour les examens d'entrée à l'université. Et j'ai constitué un dossier méthodiquement. De la manière dont j'avais toujours abordé les choses qui importaient, pas avec émotion, mais avec précision. Les documents de transfert que Josh a envoyés. Les captures d'écran des messages téléphoniques que j'avais photographiés la nuit où j'ai trouvé son téléphone avant de le lui rendre comme une idiote. Le résumé de sortie de l'hôpital avec la grossesse confirmée à 6 semaines. Le reçu daté de la salle de mariage payé en totalité et non remboursable. Mon nom sur le prêt hypothécaire que nous avions demandé ensemble. Toujours en attente d'approbation, dont je n'avais pas encore été officiellement informée. J'ai travaillé jusqu'au lever du soleil. À 7 heures du matin, j'avais rendez-vous avec une avocate spécialisée en droit de la famille à 9 heures. Elle s'appelait Patricia, une collègue d'une collègue, directe et sans fioriture, qui a écouté le résumé complet en 12 minutes sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai terminé, elle a posé son stylo. Vous n'êtes pas marié, a-t-elle dit. Non. Donc, il n'y a pas de divorce à déposer, mais vous êtes enceinte, et s'il est le père? Il y a une affaire de droits parentaux et de soutien financier. Elle a regardé le dossier que j'avais posé sur son bureau. Tout cela est-il documenté? Tout. Elle a ouvert le dossier, a lu pendant 2 minutes, l'a refermé. La demande de transfert seule est significative, a-t-elle dit. Elle établit une tendance à privilégier cette autre personne par rapport à votre relation et à votre avenir. Il est enregistré avec un cachet de date 6 mois avant votre mariage. Elle m'a regardé fixement. Summer, vous êtes venu ici en pensant avoir besoin d'aide pour gérer une rupture. Ce que vous avez en fait, c'est un cas. Je n'avais pas pleuré une seule fois depuis que j'avais quitté cet appartement. Pas pendant le trajet jusqu'à chez mes parents. Pas en restant éveillé à 2 heures du matin en écoutant Josh. Pas en constituant le dossier dans le noir, mais assise dans le bureau de Patricia, l'écoutant dire: Vous avez un cas. Sur ce ton factuel et plat, quelque chose a changé dans ma poitrine. Ni le chagrin, ni la colère, quelque chose de plus tranchant et plus pur que les deux. Le but. Qu'est-ce que je fais d'abord? Ai-je demandé. Patricia a sorti un bloc-notes. D'abord, a-t-elle dit, vous arrêtez de répondre à ces appels. J'avais 12 appels manqués de Nathan lorsque je suis sortie du bureau de Patricia. 2 de sa mère, un d'un numéro que je ne reconnaissais pas et qui s'est avéré, d'après mes recherches ce soir-là, appartenir à un conseiller conjugal que Nathan avait apparemment déjà contacté en notre nom à tous les deux sans me le demander. Je n'ai rappelé personne. Au lieu de cela, j'ai envoyé un texte à Josh en une seule phrase. Ne lui dis pas que tu m'as appelé. Il a répondu immédiatement. Appel déjà supprimé de mon journal d'appel. Puis, après une pause, tu vas t'en sortir, Summer. J'ai regardé le message pendant un moment. Puis j'ai mis mon téléphone dans mon sac. Je suis entrée dans la pharmacie 2 portes plus loin du bureau de Patricia et j'ai acheté les meilleures vitamines prénatales de l'étagère.
J'avais un enfant dont je devais m'occuper. J'avais un dossier à constituer, et j'avais une seule règle pour la suite. Rien de ce que je ferais à partir de ce moment ne serait dicté par ce que Nathan voulait. Ce que Nathan ressentait, ou ce dont Nathan avait besoin. J'avais fini de faire de la place pour lui au centre de ma propre histoire. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que Nathan n'avait pas fini. Et que le prochain mouvement qu'il ferait, celui dont j'apprendrais l'existence 4 jours plus tard, me forcerait à décider jusqu'où j'étais réellement prête à aller. Je pensais avoir déjà vu le pire de ce dont il était capable. J'avais tort. Ce qu'il a fait ensuite n'était pas du désespoir. C'était du calcul. Et cela m'a tout dit sur qui Nathan avait toujours vraiment été. 4 jours après ma rencontre avec Patricia, j'ai découvert que Nathan avait appelé mon gynécologue. Il s'était présenté comme mon fiancé. Techniquement toujours exact sur le papier puisque nous n'avions jamais formellement enregistré une rupture de fiançailles. Et avait demandé à être inclus dans mon prochain rendez-vous prénatal. La réceptionniste, suivant le protocole, avait signalé cela et m'avait appelé avant de confirmer quoi que ce soit. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking de la pharmacie, écoutant le message vocal. Et j'ai senti quelque chose de froid et de délibéré s'installer en moi. Ce n'est pas un homme désespéré pour réparer ce qu'il a brisé. Les hommes désespérés envoient des pâtisseries et laissent 12 appels manqués. C'était autre chose. C'était Nathan réalisant qu'un bébé changeait le paysage juridique. Qu'un enfant nous connectait d'une manière qu'une rupture de fiançailles ne faisait pas. Et qu'il tentait de s'insérer dans cet espace avant que je ne puisse le fermer. Il n'essayait pas de me reconquérir. Il essayait d'établir sa présence. J'ai appelé Patricia depuis le parking. Je lui ai parlé de l'appel. Elle n'a pas semblé surprise. Il n'est pas stupide. Elle a dit qu'il sait qu'une implication documentée dans la grossesse joue en sa faveur si cela va. Jusqu'à un arrangement de garde. Nous devons avancer plus vite que ce que j'avais prévu à l'origine. Une brève pause. Summer, a-t-il essayé de vous contacter aujourd'hui? 12 appels hier. Rien aujourd'hui. Et quand il le fera, j'ai besoin que vous teniez un journal. Capturez tout. Heure, date, contenu. Ne répondez pas. N'engagez pas la conversation. Documentez simplement. Je le fais déjà. Une autre pause. Celle-ci ressemblait à une réévaluation. Bien. Elle a dit, vous gérez ça mieux que la plupart des gens. Nathan a appelé à 18h47 ce soir-là. Je n'ai pas répondu. J'ai capturé la notification. Noté l'heure dans le journal que j'avais commencé dans une application de notes dédiée. Et j'ai posé le téléphone face contre table sur la table de la cuisine de mes parents. Il a rappelé à 18h52, à 19h03, à 19h19. À 19h34, il a envoyé un texto. Summer, je sais que tu souffres. Je comprends, mais ce bébé change les choses. Nous devons parler de l'avenir. Je suis toujours le père. Ça ne disparaît pas. J'ai photographié le message, l'ai ajouté au dossier. Et l'ai transféré à Patricia avec une seule ligne. Premier contact réétabli. Elle a répondu en quelques minutes. Parfait. Continuez à documenter. J'ai mis le téléphone dans ma poche et je suis allée aider ma mère à dîner. Le mardi suivant, Patricia a déposé des documents préliminaires établissant les droits de paternité et les obligations de soutien financier. Ce n'était pas agressif. Elle était délibérée à ce sujet, mesurée. Conçue pour signaler que j'avais un conseil et une structure, pas que je cherchais la guerre. La réponse de Nathan est venue par son propre avocat 2 jours plus tard. Il demandait des droits de codécision sur tous les soins prénataux. Il demandait également. Et c'est là que Patricia a posé sa tasse de café et m'a regardé par-dessus son bureau. Une séance de médiation de réconciliation formelle enregistrée avant toute autre démarche juridique. Il gagne du temps, a dit Patricia. Je sais, et il crée une trace écrite qui le fait paraître coopératif et raisonnable.
Elle m'a tourné le document. Son avocat est bon. C'est un mouvement intelligent. Alors, quelle est notre stratégie? Patricia a presque souri. Nous acceptons la médiation. Je l'ai regardé. Il veut paraître coopératif et raisonnable, a-t-elle dit. Très bien. Nous aussi. Nous nous présentons. Nous écoutons. Nous disons très peu et nous le laissons parler. Elle a joint les mains sur le bureau. Summer, d'après mon expérience, les hommes qui ont fait ce que Nathan a fait ne peuvent pas rester dans une salle de médiation pendant 2 heures sans révéler quelque chose d'utile. Ils le font toujours. J'ai réfléchi à cela. Et Josh, ai-je demandé, votre témoin est votre plus grand atout. Mais nous le retenons. Nous ne jouons pas cette carte avant d'en avoir besoin. Elle m'a regardé fixement. Es-tu prête à t'asseoir dans une pièce avec lui? Je me posais cette question chaque nuit depuis une semaine. J'avais répété cela sous tous les angles. Imaginez la voix de Nathan. Imaginez le visage d'Evening. Imaginez mes propres mains tremblantes sur une table de conférence. Elles ne trembleraient pas. Je le savais maintenant d'une manière que je n'avais pas su auparavant. La femme qui s'était effondrée à son propre mariage. Qui s'était réveillée dans un lit d'hôpital avec une odeur de désinfectant et la nouvelle qu'elle était enceinte et seule. Cette femme avait passé 3 semaines à construire quelque chose de plus dur et de plus silencieux. Que le chagrin. Oui, ai-je dit. Je suis prête. La médiation était prévue pour le jeudi matin. Nathan est arrivé le premier. Je l'ai vu à travers la vitre de la porte de la salle de conférence avant d'entrer, assis droit. Veste repassée, main jointe sur la table. Jouant la raison avec le même sérieux qu'il mettait dans tout. Il a levé les yeux quand je suis entrée. Quelque chose a traversé son visage. La culpabilité peut-être. Ou l'expression particulière d'une personne qui s'était préparée à une version de vous qui n'existe plus. Je me suis assise en face de lui, posé mon sac par terre. Regardé le médiateur et dit que j'étais prête à commencer. Pendant les 40 premières minutes, Nathan a parlé de la relation, de ses intentions, du bébé et de son engagement à être présent en tant que père, d'Evening soigneusement. Diplomatiquement, présenté comme une obligation professionnelle devenue compliquée. Une situation qu'il avait mal gérée, mais pas intentionnellement. Il était bon. Il avait l'air sincère. Il était exactement ce que Patricia avait prédit. Et puis le médiateur a posé une question que personne de nous n'avait anticipée. Monsieur Nathan, pouvez-vous décrire le calendrier de votre arrangement de vie actuel? Spécifiquement, quand avez-vous commencé à séjourner à la résidence de Madame Evening? Et était-ce avant ou après la date du mariage? La mâchoire de Nathan s'est serrée d'une fraction. J'ai gardé mon visage parfaitement immobile et je l'ai regardé décider en temps réel s'il fallait dire la vérité. Il a hésité pendant 4 secondes. Je sais parce que j'ai compté. Et en ces 4 secondes, tout ce sur quoi Patricia avait bâti notre cas s'est concrétisé. Ce qu'il a dit ensuite n'a pas seulement répondu à la question du médiateur. Cela m'a donné tout ce dont j'avais besoin. Il a dit avant 4 secondes de silence et puis Nathan a regardé le médiateur et a dit. J'ai emménagé chez Evening avant le mariage. Environ 2 semaines avant. C'était un arrangement temporaire pendant qu'elle traversait une crise. Arrangement temporaire. J'ai gardé mes mains à plat sur la table et mes yeux sur le bloc-notes du médiateur et j'ai respiré. Lentement. La façon dont vous respirez quand quelque chose que vous saviez déjà est confirmé à voix haute. Vous frappe plus fort que vous ne l'attendiez. Quoi qu'il en soit, Patricia n'a pas réagi visiblement. Elle a pris une petite note sur son bloc-notes et a laissé le silence faire le travail. Et pendant cette période, le médiateur a continué. Étiez-vous et Miss Summer toujours cohabitant dans votre résidence partagée? Nous étions fiancés et vivions ensemble. Oui. Donc, vous viviez simultanément à la résidence de Madame Evening et entreteniez votre foyer commun avec votre fiancé dans les semaines précédant votre mariage.
L'avocat de Nathan s'est agité sur son siège. Mon client a reconnu l'arrangement, a-t-il dit. Nous aimerions avancer. Patricia a parlé pour la première fois depuis 40 minutes, calmement, presque doucement. Bien sûr. Avant cela, j'aimerais déposer un document au dossier. Elle a fait glisser une seule page sur la table vers le médiateur. Il s'agit d'une demande de transfert interne soumise par Nathan à son commandant de district environ 6 mois avant le mariage. Demandant une mutation latérale dans un district voisin de la résidence de Madame Evening. Elle a été déposée sans la connaissance de sa fiancée et a entraîné une réprimande officielle du département. L'avocat de Nathan a pris la page. Nathan s'est figé. Cela établit, a poursuivi Patricia sur le même ton calme, que l'implication avec Miss Evening n'était pas une réponse à une crise ou une complication professionnelle. C'était une priorisation soutenue et délibérée d'une autre personne qui précède le mariage d'au moins 6 mois. Enregistrée auprès de son employeur. Elle a joint les mains. Ma cliente a été plus que patiente. Nous demandons simplement que le tribunal ait une image précise. La pièce était très silencieuse. Nathan me regardait, pas son avocat, pas le médiateur, moi. Son expression avait traversé plusieurs choses que je reconnaissais. Surprise, calcul, résignation. Et s'était posé quelque part que je n'avais jamais vu sur son visage. Il avait l'air d'un homme qui venait de comprendre pleinement et enfin que la femme assise en face de lui n'était pas la même femme qu'il avait laissée debout dans une salle de mariage 6 semaines auparavant. Je l'ai regardé fixement et n'ai rien dit. La médiation a produit un accord préliminaire en 3 semaines. Nathan aurait des droits de visite structurés après la naissance du bébé, conditionnés à une stabilité démontrée de sa situation de vie. Il était tenu de contribuer à tous les frais médicaux prénataux. La demande de prêt hypothécaire commune, toujours en attente, a été formellement retirée. L'appartement est resté à son nom. Les obligations financières qui y étaient attachées sont restées les siennes. Patricia a qualifié cela d'issue nette. J'ai appelé ça un point de départ. La mère de Nathan m'a appelé le soir après la signature de l'accord. J'ai répondu parce qu'elle m'avait tenu la main dans une chambre d'hôpital alors qu'elle n'était pas obligée de le faire. Et parce que rien de ce qui s'était passé n'était de sa faute. Summer, sa voix était prudente. Vas-tu bien? Je vais bien. J'ai dit que le bébé était en bonne santé. J'ai eu un contrôle lundi. Une longue expiration. Je veux que tu saches que Nathan m'a tout dit. La demande de transfert, tout cela. Une pause. Je te dois des excuses pour toutes les fois où je t'ai demandé d'être patiente avec lui. Tu ne savais pas. J'aurais dû chercher plus attentivement. Sa voix s'est légèrement brisée. Tu méritais mieux. Tu l'as toujours mérité. Je suis restée là un moment. 7 ans de dîner du dimanche à sa table, de ses leçons pour faire la soupe préférée de Nathan. De ses serrements de main lors des réunions de famille et de ses appels « ma fille » avant même que Nathan ne fasse sa demande. Merci, ai-je dit. Cela signifie plus que vous ne le savez. Ma fille est née un mardi fin d'automne. 7 livres et 2 onces. Des yeux qui ne pouvaient pas décider entre le brun et le noir. Une bouche qui passait du silence au volume maximal sans avertissement. Et des mains si petites que j'ai passé les 20 premières minutes à les regarder. Je l'ai nommée Léna. Ma mère a pleuré. Mon père a fait semblant de ne pas le faire. Josh a envoyé des fleurs avec une carte disant qu'elle serait aussi dure que sa mère. Ce qui m'a fait rire seule dans une chambre d'hôpital à minuit, de la meilleure façon possible. Nathan était là pour la naissance comme prévu par l'accord. Il l'a tenue pendant 11 minutes. Ses yeux étaient humides. Il a dit qu'elle était belle. Elle l'était. Avoir un enfant avec quelqu'un qui t'a brisé le cœur ne devient pas simple juste parce que le temps passe. Nathan sera dans ma vie d'une manière structurée, documentée et soigneusement gérée pendant les 18 prochaines années. C'était la réalité, et je ne l'ai pas embellie. Mais c'était une réalité que j'avais construite selon mes propres termes.
avec une avocate, que j'avais appelée moi-même, un dossier que j'avais constitué dans le noir. Un témoin qui avait dit la vérité alors qu'il n'était pas obligé. Et une version de moi-même que je ne connaissais pas jusqu'au moment où j'en avais besoin. Pas la femme qui avait attendu 7 ans pour son jour de mariage. Celle qui était sortie d'un hôpital avec un but clair au lieu d'un cœur brisé. Elle avait toujours été là. Il me fallait juste la pire version de quelqu'un d'autre pour enfin me présenter la meilleure version de moi-même. Il y a une sorte particulière de chagrin qui accompagne l'amour d'une personne pendant longtemps et le voir se révéler comme quelque chose de moins que ce que l'on croyait. Il ne s'annonce pas clairement. Il vit dans les suites assorties que j'ai mis en boîte. Dans les tournesols sur un balcon qui était censé signifier quelque chose de permanent. Dans la lettre d'amour d'un garçon qui marchait avec les 2 jambes du même côté parce qu'il était nerveux. Ce garçon était réel. Cet amour était réel. J'en suis certaine. Il n'était juste pas suffisant. Et la chose la plus importante que j'ai apprise, c'est ceci. L'amour n'est pas une dette que vous devez à quelqu'un pour les années qu'il vous a données. Vous avez le droit de partir quand partir est juste, même si cela coûte tout. Surtout alors. Léna dort dans la pièce voisine. Ses mains sont encore petites mais elles grandissent. L'appartement est à moi, rempli de mes meubles, peints de la couleur que j'ai choisie. Avec des tournesols sur le balcon parce que j'aime toujours le soleil. J'ai gardé les tournesols. J'ai laissé aller tout le reste.